Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État entame une double mission à l'étranger. Toujours dans l'actualité nationale, un voyage spirituel en sécurité pour les pèlerins djiboutiens qui se rendront au Hajj. Et enfin, dans l'actualité internationale, entre défis de financement et perspectives de croissance des startups climatiques en Afrique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui, en début d'après-midi, le pays pour une double mission à l'étranger qui le conduira d'abord à Banjul, la capitale de la Gambie, abritant du 4 au 5 mai 2024 le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, et ensuite en Guinée-Bissau, où à l'invitation de son homologue Umaro Sissoko Ambalo, il sera en visite officielle du 5 au 6 mai. Le 15e sommet de l'OCI dédié l'essentiel de ses travaux à la série des problématiques à l'ordre du jour dans le monde musulman, notamment à la situation à Gaza, théâtre d'un massacre continu, d'une population sans défense qui fait les frais également d'une famine entretenue et d'un embargo sur la nourriture et les médicaments. La guerre au Soudan, où les protagonistes demeurent jusqu'alors, plus d'une année après le déclenchement du conflit, peu enclin à se joindre aux appels de paix diligentés à divers niveaux et ordres, et porté sur aussi à l'ordre du jour cette réunion de l'OCI. Sur ce volet précis des travaux du sommet de l'OCI sur la crise au Soudan, le président Guelleh, président de l'exercice de l'IGAD, la région à laquelle appartient le Soudan fournira à l'audience un éclairage complet sur l'évolution de la situation sur le terrain dans ce pays frère, relayant le plan de paix fixé au profit du retour de la stabilité et de la concorde nationale au sein de la nation sœur soudanaise. Le Yémen, la Libye et la Somalie font entre autres partie des thématiques admises au débat de ce 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, en s'adjoignant cette année du slogan « Renforcer la solidarité à travers le dialogue ». Cette assise de l'OCI dédie à l'évidence la part belle de ses travaux et ambition à la réalisation d'une plus grande cohésion et capacité à plaider ses causes sous le signe de l'unité et de la collégialité infaillible. Outre l'examen des situations des conflits de ce 15e sommet de l'OCI, associé également à ces travaux des sujets revêtant une acuité particulière dans le monde musulman, dont la notion de plus en plus répandue, l'islamophobie et les difficultés posées par les phénomènes de réchauffement climatique, d'insécurité alimentaire. Eh bien, comme à l'accoutumée, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, mettra à profit ses déplacements à Banjul pour s'entretenir en marge avec plusieurs de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla Abdileh, a effectué hier une visite d'inspection des services d'urgence du centre hospitalier universitaire de Djibouti ainsi que les entrepôts de la centrale d'achat des médicaments essentiels. Son objectif, évaluer les dispositifs mis en place pour lutter contre les récentes flambées de fièvre dans le pays. Accompagné des responsables et des équipes médicales, le ministre a d'abord parcouru les urgences de la capitale afin de prendre les pouls de la situation et d'examiner le plan d'action contre ces épisodes de fièvre. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le directeur général du CHUD, Dr Omar Abahmoud, ainsi que par d'autres figures importantes de l'institution médicale. Poursuivant sa visite, le Dr Ahmed Robla Abdileh, ministre de la Santé, s'est rendu aux entrepôts de la CAM pour inspecter les stocks de médicaments et des fournitures médicales. Cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'une vérification de la disponibilité des ressources nécessaires pour assurer une prise en charge efficace dans toutes les structures de santé du pays. À l'issue de son inspection, le ministre s'est réjoui de la disponibilité des stocks, soulignant la rapidité avec laquelle un stock de sécurité adéquat a été reconstitué pour répondre aux besoins nationaux en matière de santé, tant dans la capitale que dans les régions de l'intérieur, pour les mois à venir.
Le docteur Ahmed Roble Abdili a également salué les équipes médicales pour leur dévouement et leur travail acharné malgré les défis posés par les flambées saisonnières de fièvre. Il a noté une baisse significative des cas de paludisme depuis 2021, ce qui témoigne des efforts déployés dans la lutte contre cette maladie. Eh bien, je vous le disais, cette visite du ministre de la Santé révèle une importance particulière dans le contexte actuel où la santé publique demeure une préoccupation majeure. Elle souligne l'engagement du gouvernement djiboutien à garantir un accès aux soins de qualité. J'aimerais formuler un message d'ici à la société djiboutienne, d'être un peu plus compréhensible là-dessus sur les sujets. Pour un malade grave, nous le recevons directement dans les services spécialisés, alors que pour les moins graves, il arrive qu'il passe un peu plus de temps. Et ça, c'est tout à fait normal. Nous sommes un hôpital de niveau 3, un niveau 3 dédié normalement à drainer les cas les plus graves. Habituellement, les patients souffrant des fièvres, des arthromyalgies, tout ça, n'ont pas du tout à se déplacer au CHU de l'hôpital général Béthé. Les ministères, sous le commandement de son Excellence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, il a été initié une politique de proximité par rapport aux patients. Pour un patient qui habite à carte 6, il n'a pas à se déplacer du tout au CHU, notamment à Beltier. Il doit normalement consulter les services les plus proches à lui. Prenons par exemple les cas de polyclinique, la polyclinique Farhad, la polyclinique Hayablé. Il y en a dans chaque quartier une polyclinique, un centre de santé dédié pour leur prise en charge rapide et proche des patients. Après, normalement, les cas qu'ils ne peuvent pas prendre en charge ou les cas un peu sérieux, ils les transfèrent par la suite à notre service. Direction Arta, où la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue hier dans la région d'Arta. Arrivée sur les lieux, une réunion de concertation s'est tenue dans les locaux du conseil régional d'Arta et a vu la participation du préfet de cette région, M. Hassan Dabel Ahmed, du président du conseil régional, Elmi Bouh, et des membres du comité, ainsi que les responsables du ministère de la Femme et de la Famille. Ce déplacement avait pour objectif de regrouper les cadres des secteurs institutionnels et de coordonner les activités du ministère de la Femme et de la Famille avec les structures décentralisées et déconcentrées des différents ministères, à savoir les conseils régionaux, les préfectures et les sous-préfectures en matière de santé, éducation, l'alphabétisation, de la culture, de l'eau et de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, l'UNFD, la NPH, la Gendarmerie nationale. Cet objectif a envie de développer des canaux de collaboration multisectoriels. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la réalisation du cadre de concertation et de coordination régionale, de la restitution et consolidation des paquets essentiels d'activités menées par les communautés locales et le projet mettant directement à contribution les structures multisectorielles, le conseil régional, des chefs-lieux des régions, la préfecture et la sous-préfecture. Et dans l'approche communautaire, les 15 coopératives communautaires, les 52 mutuelles communautaires sont organisées dans les chefs-lieux des régions de l'intérieur, plusieurs localités villageoises, l'identification des services de planning familial et le développement du microcrédit et l'entrepreneuriat en faveur des jeunes filles et femmes et la réalisation de plusieurs activités de lutte contre les MGF. Sans plus tarder, écoutons le président du conseil régional d'Arta. Dans la région d'Arta, à l'occasion de la venue de la ministre de la Promotion. Ceci étant l'objectif de la venue du ministre en est se concerter au service décentralisé de la région et les services déconcentrés, voir les conditions de présentation des conditions féminines dans la région d'Arta. Les détails seront développés par les cadres. A souhaité la bienvenue à Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Mouna Ousmane Aden, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, afin de prendre part à la réunion de coordination et de concertation
avec les services décentralisés et déconcentrés de la région d'Arta. Donc, plusieurs volets sont prévus dans ces échanges. Donc, des programmes transversaux liés à la promotion du genre, du bien-être familial, ainsi que le développement et de la protection de l'enfance, prévus du jeudi jusqu'au dimanche, en vue d'harmoniser ces actions au niveau de la région d'Arta. Donc, comme vient de le dire le président du conseil régional, plus de détails nous seront développés. Eh bien, dans son discours, la ministre de la Femme et de la Famille a mis en exergue le développement des pistes de collaboration sectorielle de proximité avec les structures déconcentrées concernées en vue de créer des axes de synergie d'action. Écoutons-la. Un plaisir d'être là aujourd'hui à Arta avec vous. Nous avons demandé à ce qu'on puisse tenir ces réunions de travail au niveau de chaque région et on a voulu commencer par Arta parce que bon, c'est la région qui est donc la plus proche de la capitale, mais surtout c'est la région où nous avons et nous voulons vraiment performer le travail des plateformes et du cadre de concertation parce qu'il y a la capacité de le faire et on peut toujours accompagner les équipes à travailler dans ce sens. L'autre objectif de notre visite aujourd'hui, c'était de pouvoir renforcer et dynamiser le cadre de concertation qu'on a voulu mettre en place depuis 2021 au niveau des régions et surtout marquer la responsabilité de la préfecture et du conseil régional pour faire la continuité du travail du ministère de la Femme. L'avantage du ministère de la Femme, c'est de pouvoir travailler sur le développement de la femme et de la famille en collaboration étroite avec l'ensemble des départements ministériels. C'est un avantage parce que tous les objectifs ou les stratégies qui sont établis et faits au niveau du ministère sont faits en concertation avec l'ensemble des départements ministériels de cancer. Le suivi des indicateurs se fait avec eux. La mise en place des différentes plateformes, notamment la plateforme de la protection de l'enfant, mais également la protection sur les violences basées sur le genre, sont aussi des plateformes multisectorielles. Et nous voudrons également qu'au niveau des régions de l'intérieur, nous puissions avoir cette force qui est donc le cadre de concertation, qui devra mener le travail de suivi, d'orientation, d'accompagnement au niveau de la région. Le ministère de la Femme dispose d'un bureau régional genre ici dans la région de Arta et dans toutes les régions, mais il ne peut pas faire son travail seul. Il a vraiment besoin que les autorités locales, les responsables des différents départements présents, déconcentrés au niveau de la région, les autorités judiciaires travaillent ensemble avec eux. La société civile, en tête l'UNFD, puisse travailler avec le bureau régional. Ce bureau régional, nous, on veut vraiment, on ne veut pas le commander du niveau central. On voudrait que ça soit une appartenance à la région. Et je vous le dis dans le titre, comme les années précédentes, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf a organisé hier dans la grande salle du Palais du Peuple une session de sensibilisation sur les rituels du Hajj pour l'année 2024. Cette rencontre a constitué une excellente opportunité de fournir des conseils et des orientations aux nouveaux pèlerins djiboutiens avant leur départ vers les lieux saints pour accomplir le devoir du Hajj. Le ministère ainsi que le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, a présidé cette rencontre en présence notamment des hauts responsables du ministère ainsi que des membres de la mission du Hajj qui regroupe plusieurs comités, dont le comité médical, le comité des services, le comité des transports, ainsi que les comités de sensibilisation et communication. Le nombre total des pèlerins djiboutiens inscrits auprès du ministère des Affaires musulmanes est pour l'année 1445, de l'hégire correspondant à 2024 est de 1400 pèlerins. Au cours de cette journée d'information et de sensibilisation, l'importance fondamentale du Hajj dans l'islam en tant qu'obligation religieuse et opportunité de purification et de revitalisation spirituelle a été soulignée. De plus, les pèlerins ont été rappelés de respecter les procédures et dispositions nécessaires ainsi que de veiller à leur sécurité personnelle et collective lors de l'accomplissement des rites du Hajj.
Les ulama ont tour à tour souligné l'importance vitale de sensibiliser les pèlerins au rituel du Hajj, le considérant comme un moyen essentiel pour une compréhension précise et une mise en œuvre correcte des rites. D'autre part, les activités de cette session de sensibilisation annuelle ont également porté sur la nécessité de maintenir une bonne santé personnelle et de suivre les directives médicales nécessaires tout au long de la période du Hajj. Quant à eux, le directeur des affaires musulmanes, Ismaël Hassan Roble, et le directeur régional, Ibrahim Ismaël, ont exhorté à observer scrupuleusement les procédures et les orientations spécifiques pour assurer une communication fluide et efficace entre les pèlerins et les autorités officielles. Il convient de mentionner que les autorités saoudiennes élaborent annuellement des règlements et des plans opérationnels en faveur de la sécurité des pèlerins. Cela inclut par exemple la gestion des flux de circulation pour parvenir à les accidents et ce qui aide à limiter les désordres et les encombrements indésirables. Lors de son intervention, la médecin Fathia Hussein Ousmane a mis en avant l'importance cruciale des conseils médicaux pour les pèlerins, soulignant qu'ils visent à assurer leur sécurité et à les préserver des maladies et des problèmes de santé qui pourraient survenir lors de l'exécution des rituels du Hajj. Dans cette optique, les pèlerins ont été appelés à adopter des mesures préventives contre les maladies infectieuses telles que se laver régulièrement les mains, éviter les contacts avec des objets contaminés et utiliser des désinfectants pour les mains. Elle a souligné en même temps l'importance de prendre des précautions nécessaires pour éviter les blessures. Elle a également mis en garde contre l'envoi des personnes souffrant de troubles mentaux vers les lieux saints dans l'espoir d'y recevoir un traitement. Il est important de souligner, a-t-elle rappelé, que les pèlerins souffrant de maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle ou le diabète doivent prendre régulièrement leurs médicaments et suivre les recommandations de leur médecin, a affirmé. Enfin, elle a profité de cette occasion pour encourager les nouveaux pèlerins à se munir des médicaments nécessaires pour une période de 2 mois, ainsi qu'à augmenter leur consommation d'eau pendant le Hajj en raison des températures élevées au Royaume d'Arabie Saoudite. Et enfin, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a adressé des chaleureuses félicitations aux pèlerins djiboutiens ayant remporté la chance de participer au Hajj cette année. Il les a vivement encouragés à saisir pleinement cette opportunité unique, soulignant qu'Allah le Tout-Puissant a répondu aux prières de ces pèlerins en leur accordant la précieuse occasion de visiter sa maison sacrée tant attendue. Il a mis en évidence l'effort déployé par l'État afin de créer des conditions optimales pour les pèlerins et l'importance du rôle de la mission djiboutienne au Hajj. L'ICA a composé entre autres des savants et des médecins ainsi que des équipes dédiées à l'assistance des pèlerins et à la résolution des obstacles éventuels rencontrés lors de leur pèlerinage. Par ailleurs, le ministre des Affaires musulmanes a rappelé que notre pays, grâce à son adaptation aux nouvelles technologies, a été en tête des pays ayant finalisé toutes les procédures du Hajj. Il a adressé ses félicitations aux responsables chargés des affaires du Hajj. Le ministre a également encouragé les pèlerins djiboutiens à représenter dignement leur pays. Il les a exhortés en ces termes: vous êtes les ambassadeurs de Djibouti, soyez des exemples de patience, de solidarité et d'entraide, offrant votre aide aux femmes et aux personnes âgées et aux personnes handicapées, a-t-il insisté. En conclusion, le ministre a une nouvelle fois demandé à respecter strictement les directives et les orientations et à donner une image impressionnante du pays, la République de Djibouti, a-t-il conclu lors de son discours. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la salle de réunion du ministère de la Jeunesse et de la Culture a été le théâtre d'une importante réunion sous la présidence du Dr Hibo Moumin Assoué, la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Cette rencontre a été consacrée à la construction du nouveau centre de développement communautaire de Ali Adé. Était présent lors de cette réunion le conseiller technique principal du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Idriss Moussé, le directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Souleymane Mohamed, et M. Vincent Okele, chef de mission de l'IGAD, ainsi que des représentants de l'ONG NRC, les représentants de la société de construction Hauk
et du cabinet de consulting du projet. Ce moment a été l'occasion d'une concertation fructueuse entre les différents partenaires impliqués dans ce projet de construction de la 3e génération des CDC. La cérémonie de la pose de la première pierre de cette infrastructure innovante est planifiée pour le mois de mai 2024. Ce nouvel édifice sera fonctionnel dès l'année 2025, offrant ainsi à la communauté locale des équipements modernes et adaptés à ses besoins. Parmi ces équipements figurent une salle d'auditorium, un amphithéâtre et d'autres salles et espaces dédiés à l'épanouissement de la jeunesse et répondant aux demandes exprimées par les communautés de la localité. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement de ce projet et a remercié tous les participants pour leur engagement et leur collaboration. Dans un événement hautement symbolique, le centre d'instruction de Cheikh Moussa a été le théâtre d'une rencontre historique entre la gendarmerie nationale de Djibouti et les prestigieuses carabineries italiennes. Le colonel Zakaria Hasnaden, éminent chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a ouvert ses portes au général de corps d'armée, Riccardo Galetta. Adjoint au commandement général des carabineries italiens, cette visite d'envergure a été honorée par la présence distinguée de son Excellence Agostino Pales, ambassadeur d'Italie à Djibouti, ainsi que par les éminents commandants de la base militaire italienne de soutien et de la Miadit 20. L'accueil marqué par des honneurs solennels à l'entrée du centre de conférence, le lieutenant-colonel Houch Roble Idli, a été suivi d'une réunion privée entre le colonel Zakaria Hasnaden et le général Riccardo Galetta. Durant cet échange cordial, les deux hauts gradés ont évoqué une multitude de sujets stratégiques, soulignant l'importance cruciale de la collaboration entre les institutions respectives, plongées dans l'effervescence intellectuelle de la journée. Le général Galetta s'est notamment intéressé à une présentation PowerPoint détaillant les axes de coopération, ainsi qu'une séquence vidéo mettant en exergue les missions opérationnelles des unités de la gendarmerie. La clôture de cette rencontre, empreinte de camaraderie, s'est déroulée sous les auspices d'une cérémonie marquant où les instructeurs de la Miadit 20 ont été honorés pour leur contribution précieuse à la formation des personnels de la gendarmerie. Cette alliance entre la gendarmerie nationale de Djibouti et les carabineries italiennes témoigne d'un engagement mutuel résolu à consolider leurs liens et à promouvoir une coopération renforcée dans le domaine crucial de la sécurité et de la défense. Eh bien, cette cérémonie mémorable, symbolisant l'alliance indéfectible entre la gendarmerie nationale de Djibouti et les prestigieux carabinieri italiens, a été marquée d'une pierre blanche. Elle a débuté par un moment empreint d'émotion et de patriotisme avec les honneurs rendus aux deux drapeaux nationaux et l'interprétation des hymnes nationaux respectifs, unissant les deux nations dans un même élan de fraternité. C'est sous un ciel solennel que les regards se sont tournés vers le carré d'armes où les troupes présentes ont défilé avec une précision militaire remarquable, témoignant de leur dévouement et de leur discipline exemplaire. La remise des certificats aux stagiaires, symbole de leur engagement et de leur réussite dans les formations dispensées par les instructeurs de la Miadit 20, a été marquée d'un moment de fierté et de reconnaissance pour ces hommes et femmes dévoués à la cause de la sécurité et de la défense. Cette cérémonie, ponctuée d'échanges chaleureux et de gestes symboliques, a renforcé les liens déjà solides entre la gendarmerie nationale de Djibouti et les carabineries italiens, témoignant de leur engagement commun envers la paix et la sécurité régionale. Eh bien, le général de corps d'armée, Riccardo Galetta, a pris la parole, exprimant avec éloquence l'importance de cette collaboration et l'honneur de partager ces moments historiques. Écoutons-le. Les gendarmes, parfaitement encadrés devant nous, viennent de terminer une formation de 3 mois dispensée par la Miadit, avec le but de former en particulier une unité de police constituée au sein de la gendarmerie djiboutienne. Il s'agit d'une unité performante, capable d'exprimer une capacité de police de stabilité qui permettra d'atteindre
une fois proposé et validé par les Nations Unies, le renforcement tangible des capacités de gestion des crises en Afrique pour lesquelles l'arme des Carabinieri s'est engagée. Et c'est à vous, chers gendarmes, ici encadrés, que j'adresse mes derniers mots. Je vous remercie de tout mon cœur pour l'engagement, le professionnalisme et la passion que vous avez démontré tout au long de cette formation. Le commandant de la mission Miadit et tous les formateurs m'en ont parlé avec enthousiasme et satisfaction. Je suis sûr et certain qu'à votre retour dans vos unités et départements d'affectation, vous seriez en mesure de mettre en œuvre les connaissances acquises au profit des citoyens avec générosité et enthousiasme, bien conscient que la sécurité de votre pays et de l'Afrique entière se trouve dans vos mains et surtout dans vos cœurs et dans vos esprits. Chers camarades, je vous souhaite donc bonne chance et plein de succès dans l'exercice de vos fonctions. Vive la République de Djibouti et la gendarmerie nationale djiboutienne. Vive l'Italie et les carabiniers. Merci. Eh bien, de son côté, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'est levé en son regard, fier et déterminé, balayant l'Assemblée où il a pris la parole. Ces mots chargés de gravité et d'émotion ont fait écho, soulignant ainsi l'engagement indéfectible de son institution pour la sécurité et la stabilité de la nation. La cérémonie qui nous rassemble ce matin marque la clôture des programmes de formation de la 20e édition de la mission Miadit au profit des personnages de la gendarmerie djiboutienne. C'est pour moi un réel plaisir d'accueillir au sein de notre institution M. le général des corps d'armée, Ricardo Galetta, commandant en second de l'arme de la Carabinieri. Le programme d'instruction Miadit s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide entre nos deux institutions, l'arme de la Carabinieri italienne et la gendarmerie djiboutienne. Cet événement qui s'inscrit désormais dans les traditions de nos deux forces marque l'engagement des camarades de la Carabinieri qui ont prodigué à nos personnels une large gamme de formations couvrant les principaux domaines d'attribution de la gendarmerie, notamment la police scientifique, l'enquête judiciaire, la protection rapprochée, les opérations à haut risque, formation cynophile, l'enquête environnementale et le maintien de l'ordre. L'opportunité des missions Miadit n'est plus à démontrer, surtout en cette période où la gendarmerie nationale doit veiller à l'organisation des rotations pour sa FPU de 180 personnels déployés au sein de l'opération des Nations Unies en République centrafricaine. Mon général, permettez-moi de saisir cette opportunité pour témoigner toute ma gratitude et celle de la gendarmerie nationale djiboutienne à l'endroit du général de corps d'armée Théo Luzi, commandant général de l'arme del Carabinieri italienne, pour tout son soutien. Le haut commandement de la gendarmerie est particulièrement reconnaissant envers les instructeurs carabiniers qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont fait preuve de professionnalisme, d'une disponibilité permanente et d'une générosité dans le partage de leurs connaissances. Enfin, je voudrais dire aux stagiaires, tout en les félicitant pour leur assiduité et leur sérieux, que désormais, il leur appartient de mettre en pratique toutes les connaissances acquises durant ces formations pour mieux servir notre chère institution et notre patrie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Eh bien, après les allocutions, les autorités ont été conviées à assister à 3 démonstrations impressionnantes mettant en lumière l'expertise de la bravoure des forces de la gendarmerie nationale. Sous un soleil éclatant, la succession de démonstrations spectaculaires qui a clôturé la cérémonie au centre d'instruction Cher Moussa
à bien plus qu'un simple spectacle. En effet, ces présentations ont permis de mettre en avant le savoir-faire exceptionnel, la discipline exemplaire et le dévouement sans faille des forces de la gendarmerie. La première démonstration orchestrée par la brigade cynophile a souligné l'importance du lien étroit entre l'homme et l'animal. Dans des missions de détection et de recherche, les binômes formés par gendarmes et leurs fidèles compagnons à quatre pattes ont démontré une coordination remarquable capable de détecter les menaces potentielles avec une précision redoutable. Ensuite, le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, a démontré son expertise inégalée en matière d'intervention tactique et de gestion des situations extrêmes. Les membres du GIGN ont exhibé leur sang-froid légendaire et leur professionnalisme indéniable, mettant en lumière leur capacité à neutraliser les menaces avec une efficacité redoutable. Enfin, le groupement mobile de la gendarmerie a clôturé ce spectacle en mettant en avant ses compétences en matière de maintien de l'ordre et de gestion des foules à travers des simulations réalistes, des scénarios de crise. Ces gendarmes mobiles ont démontré leur capacité à agir rapidement avec détermination pour rétablir la paix et l'ordre public. Poursuivant son périple au sein des institutions sécuritaires djiboutiennes, le général des corps d'armée Riccardo Galetta, adjoint au commandant général de la carabinière italienne, a fait une halte remarquée à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. La visite de l'œil 3PJ a débuté par une présentation détaillée de l'école mettant en lumière son rôle crucial dans le perfectionnement des pratiques de la police judiciaire. Ensuite, le général Galetta et sa délégation ont eu l'opportunité de découvrir les infrastructures modernes et les équipements de pointe de la gendarmerie, ce qui a suscité l'admiration du haut gradé italien. Impressionné par la qualité des installations ainsi que par le professionnalisme des gendarmes, lors des démonstrations, le général Galetta a exprimé sa satisfaction et ses remerciements au chef d'état-major de la gendarmerie pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. En guise de reconnaissance pour cette visite fructueuse, le colonel Zakaria Hassan a remis des présents symboliques au général Galetta, scellant ainsi les liens d'amitié et de coopération entre les deux institutions. La visite s'est conclue dans une ambiance conviviale avec une photo de groupe immortalisant ce moment de partage et de collaboration entre la gendarmerie nationale de Djibouti et les carabiniers italiens.
Culture à présent pour clore l'actualité nationale. Jeep Talent est l'émission de télé-réalité diffusée à Djibouti et qui a débuté, rappelons-le, le 10 septembre dernier. Il est à sa 3e soirée de 8e de finale avec, comme d'habitude, 8 candidats en lice. L'ambiance était au rendez-vous hier soir. Vous avez au studio numérique de l'RTD et avec un public effervescent qui manifestait un engouement particulier pour cette soirée musicale compétitive. Un casting qui concerne des jeunes artistes chantant les 2 langues nationales, à savoir l'afar et le somali. Ils viennent de la capitale et de toutes les régions du pays, suivis d'une animation soutenue avec des artistes tels que Asma Omar, l'artiste né des Jeunes Talents 2, et Mahamadé, jeune artiste très apprécié et suivi pour ses exploits et performances musicales hors pair. Eh bien, la radio-télévision de Djibouti a déployé ses efforts pour garantir que la télé-réalité Jeep Talent de la 3e soirée de 8e de finale atteigne un public aussi large à travers les canaux diffusés des plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui a somme toute joué un rôle prépondérant dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ce programme. En ce sens, le ministère de la Jeunesse et de la Culture reste une pierre angulaire pour le succès de cette télé-réalité qu'est Jeep Talent. Il y a lieu de constater que Jeep Talent a attiré beaucoup de jeunes, certains ou certaines, initiés par leur famille ou leurs amis et les autres poussés par la stimulation de leur passion pour la musique. Le choix des chansons old est fait d'une manière réfléchie et revêt une importance particulière car les jurys tout au long de cette émission nous ont livré à travers des jeunes talents aux voix mélodieuses et belles chansons, mais nous apprenons également des grandes figures musicales qui ont marqué les esprits et ont forgé des générations d'artistes partageant leur goût. Le piano, le saxophone et le tambour, ainsi que la guitare, ont visiblement été mis en avant comme instruments mélodiques et harmoniques, créant ainsi la beauté et l'harmonie de la soirée compétitive de Jeep Talent. Les participants s'y rendent non seulement écoutés pour ces mesures à l'occasion de joutes variées, mais également et surtout pour apprendre ainsi qu'échanger. Il y a l'aspect éducatif de l'émission qui illustre la promotion des langues maternelles, un vaste public comme témoin privilégié et une forte couverture médiatique, une équipe de production et des animateurs de 2 langues locales, des caméramans, des autres techniciens faisant qu'ensemble, les uns pour animer et divertir et les autres pour tourner plusieurs scènes, que pour cette soirée musicale soit une réussite. Eh bien, les moments forts et tant attendus de la 3e soirée du 8e de finale, avec la proclamation des résultats des gagnants. Les résultats sont ci-dessous. Pour la langue afar, Mme Willow a remporté la première place avec une note de 15,94 sur 20. Et la 2e place revient à Bouha Aramis, un jeune issu de Tadjoura, avec une note de 15,34 sur 20. Par ailleurs, nous avons pour la langue somali, M. Mohamed Ibrahim Sougué, qui a remporté la première place avec une note de 16,01 sur 20. Et la 2e place est revenue à Mme Ruqia, qui a remporté la 2e place avec une note de 15,113 sur 20. Eh bien, comme je vous l'ai dit, la langue somalie pour Mohamed Ibrahim Sougué, qui a remporté la première place avec une note de 16,01 sur 20, et la 2e place était revenue à Mme Ruqia, qui avait remporté la 2e place avec une note de 15,113 sur 20. Les responsables de ces programmes ont réussi à éveiller l'engouement des jeunes pour cette télé-réalité en les faisant affronter et jouer ensemble dans un esprit de saine camaraderie, Jeep Talent. Un casting qui n'est pas simple divertissement, mais relève bien de l'intérêt partagé, mettant en valeur l'aspect culturel et linguistique de 2 communautés, Afar et Somalie. Et dans l'actualité internationale, des chars et des véhicules blindés israéliens ont été rassemblés le long de la frontière avec le sud de la bande de Gaza. Cela donne l'impression d'une préparation de l'attaque terrestre contre la ville de Rafah. Fardous Hussein.
À Gaza, Israël concentre ses chars près de Rafah. Les États-Unis ont exprimé leur opposition à l'invasion de Rafah, une ligne défendue aussi par la France au regard des risques de catastrophes humanitaires. La ville du sud de l'enclave palestinienne abrite aujourd'hui 1,4 million de Palestiniens, soit plus de la moitié de la population de Gaza. Depuis le début de l'opération militaire de Tzal à Gaza, Gaza a perdu environ 80% de 2,3 millions d'habitants obligés de quitter leur foyer. L'Égypte a déjà menacé de suspendre son traité de paix avec l'État hébreu en cas d'invasion de Rafah. Mais Israël a approuvé les plans militaires de son offensive. Reste à mettre le feu en poudre. Eh bien, le climat, une aubaine pour des start-up en Afrique, a priori, mais elles se heurtent à l'accès aux fonds, même si elles ont levé plus de 3,4 milliards de dollars. Écoutons Fred Soussine. Le climat est une aubaine pour les start-up en Afrique a priori, mais elles se heurtent à l'accès aux fonds, même si elles ont levé plus de 3,4 milliards de dollars depuis 2019. Le chemin est encore long, le continent ayant besoin de 277 milliards de dollars par an pour atteindre ses objectifs climatiques d'ici 2030. Le fonds levé par les startups de la technologie climatique l'année dernière représente plus d'un tiers de tous ces fonds levés par les startups en Afrique en 2023, ce qui place la technologie climatique en deuxième position derrière la fintech, un secteur plus mature. Le capital risque est généralement accordé à des entreprises présentant un risque important mais un grand potentiel de croissance à long terme. Les startups l'utilisent pour se développer sur le nouveau marché et pour mettre leurs produits et services sur le marché. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.